Aujourd'hui, dans Tant mieux, Jonathan a rendez-vous au cœur du Brabant wallon, à Ottignies-Louvain-la-Neuve et plus précisément à l'Arbre qui pousse, un incubateur du mouvement de la transition en Belgique qui réunit un habitat collectif, des micro-entreprises et bien d'autres activités. Pour rejoindre notre destination, la marche ou le vélo, c'est l'idéal depuis la gare d'Ottignies. D'ailleurs, l'un de nos invités, Louis, rêve d'y installer prochainement ses vélos cargo pour un déplacement doux et pratique. La gare est entourée de chemins pittoresques, de ruelles et d'un ravel pour nous emmener sur les hauteurs d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Alors vous aussi, laissez-nous vous emmener à la rencontre des acteurs du changement positif et découvrez les femmes et les hommes qui s'activent à rééquilibrer le monde et à embellir nos vies. Bonjour, Tant mieux vous emmène à la rencontre d'acteurs de changement positif, de celles et ceux qui changent le monde depuis la Belgique, car changer le monde, ça commence par chacun de nous, ici et maintenant. Bienvenue sur les terres de l'Arbre qui pousse. Un arbre qui, dit-on ici, croit au potentiel de chaque individu pour façonner sa propre réalité et naturellement celle du monde qui l'entoure. L'Arbre qui pousse est un lieu d'émergence et de transition installé ici depuis quelques mois en Brabant wallon dans cette magnifique ferme d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Bonjour Pauline. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir chez vous, dans cette magnifique ferme brabançonne, vibrante d'énergie citoyenne. Alors vous appelez ça un tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est exactement un tiers-lieu déjà pour commencer? Donc au XXe siècle, on a fort séparé d'un côté ce qui était travail et de l'autre côté ce qui était vie privée, maison. Et nous, on a envie en fait dans un tiers-lieu de flouter ces frontières-là et d'inclure dans un même lieu toutes les sphères de la vie pour que se rencontrent en fait différentes personnes, pour qu'on vive, qu'on travaille, qu'on apprenne, qu'on crée du lien dans un même lieu. On va parler des différents aspects ici du projet. L'Arbre qui pousse, c'est un lieu d'émergence, c'est comme ça que vous le présentez, c'est très joli de dire ça. Qu'est-ce qui émerge ici en fait? On est en train d'essayer de voir, d'expérimenter aussi, c'est un petit peu un laboratoire, d'expérimenter comment on pourrait mieux être au monde en fait. C'est comme ça qu'on résume bien ce qu'on fait ici, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on apprend. Et donc on réunit ici tout plein de personnes avec leurs projets, plein de projets entrepreneuriaux. Et de ce collectif, de ce projet, de cette collectivité vont émerger en fait des initiatives, des idées, des projets. Donc l'idée de rassembler des personnes qui ne se rencontreraient pas auparavant, enfin qui ne se rencontreraient pas dans la vraie vie, on va dire, fait qu'il y a une émergence qui arrive. Ce lieu, c'est surtout la concrétisation d'un rêve que tu avais avec tes amis depuis des années, c'est ça? Oui, ça fait 2 ans qu'on porte ce rêve. En fait, on est tout simplement parti de la question de tiens, si on s'installe en Belgique, on avait tous voyagé beaucoup, on s'installe en Belgique, où est-ce qu'on aimerait vivre, où est-ce qu'on aimerait travailler? Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'initiatives qui nous appelaient. On sortait des études, on avait des rêves plein la tête, on avait visité plein de chouettes projets partout en Europe. Et donc on s'est dit, en fait, on va le créer, ce projet. Et on a commencé à dessiner notre rêve, on l'a publié sur Facebook. Et en fait, ça a attiré plein de monde. C'était vraiment dans l'inconscient collectif, en tout cas de notre génération. Et après 2 ans, il y a cette ferme qui était en vente. Elle vous attendait? Qui nous attendait, parce qu'elle était en vente depuis 1 an et demi, sans jamais avoir eu de réel intérêt par d'autres personnes. Et en fait, elle est tellement grande, elle attendait un projet comme le nôtre, quoi. Et d'où vient chez toi et chez les autres, j'imagine, ce petit germe du changement? Parce que c'est pas un projet de vie facile que vous menez. Hein. Une profonde conviction qu'autre chose est possible et que là, notre système est un peu à bout de souffle. Et je crois que là, pendant le confinement, on s'en rend compte aussi. On a besoin de se reconnecter au local, on a besoin de se reconnecter à notre terre, on a besoin d'être en circuit court. Et en fait, je crois que notre génération, on porte cette conviction depuis le début, quoi. Et donc, il faut juste avoir un petit peu le courage d'y aller, de le dire haut et fort. Mais en fait, comme on était un groupe d'amis
on s'est lancé ensemble et ça fait toute la différence. On s'est jamais vraiment senti seul, quoi. Alors ici, c'est le tout début du projet, c'est ça qui est magnifique aussi de venir vous voir aujourd'hui. Il y a un habitat groupé, il y a une ferme qui produit, il y a des zones ou des moments où les entrepreneurs se réunissent, il y a des ateliers, il y a beaucoup de sphères différentes. Qu'est-ce qui unit tout ça et vous mélangez tout ça? Ce qui unit tout ça, en fait, c'est vraiment la définition du tiers-lieu. C'est le fait que tous ces projets, tous ces organes vivent ensemble, qui créent des synergies. C'est ça la beauté du projet. Donc on a six organes qui se développent en fait en parallèle sur la ferme. Et c'est très important de mentionner ces 6 organes parce qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus. Donc on n'est pas un habitat groupé, on n'est pas une ferme productive. On est un peu... on est vraiment tout ensemble, quoi. On est un petit village, un petit monde. En quelques mots, qu'est-ce qu'on trouve ici à la ferme? Tu parles de 6 organes, est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu? Oui, donc on a 6 organes. Il y a l'organe habitat, avec une vingtaine d'habitants. On a un organe savoir-faire qui réunit donc les maraîchers, la pépinière, l'apiculteur, les couturières, les artisans, le vigneron, l'atelier vélo. On a ensuite un organe communauté apprenante qui réunit donc tous ces projets de pédagogie. Il y a l'organe accueil et partage public. Ça, c'est le rôle que nous, on prend aujourd'hui, qui est de rayonner, de communiquer, d'accueillir des événements, etc. Et il y a l'organe laboratoire de la transition qui, lui, accueille les entrepreneurs et l'incubateur de la transition. Moi, je suis très impressionné parce que vous êtes tous tout jeunes. Là, vous êtes une poignée à la base du projet. Oui. C'est immense, il y a un investissement financier, vous avez des projets dans tous les sens. Il n'y a pas de peur là-dedans Non. Comment tu expliques que vous arrivez à franchir des montagnes comme ça? Le fait qu'on n'ait pas eu froid aux yeux, qu'on est animé par un peu cette folie, ça a beaucoup joué en notre avantage. On est tellement convaincus et tellement animés par cette vision que l'on porte que ça a beaucoup joué en notre faveur. Et pour l'instant, en tout cas, touche du bois, mais tout s'est bien mis sur notre route, quoi. Donc le fait que les étoiles s'alignent comme ça aussi, ça nous donne confiance, quoi. On se projette un tout petit peu. Dans 10 ans, imaginons, on revient ici. Comment ça va être dans tes rêves? Dans 10 ans, on a un incubateur de la transition qui est super développé. Nous, on a vraiment envie d'accueillir ici à la ferme de plus en plus d'entrepreneurs qu'on appelle les mi-salopettes, donc des entrepreneurs qui soient au service du territoire, mais qui soient aussi, qui collectivement gèrent la ferme productive. Donc on a vraiment, on porte dans notre cœur ce mode de vie de travailler dans la terre 2-3 jours semaine et puis travailler au service du vivant, au service des territoires le reste du temps. Il y aura aussi une communauté, un bouillonnement, à mon avis. Dans 10 ans, on vient ici, il y a des gens partout, il y a des étudiants, il y a des enfants. Il y a une ferme qui est super productive. On espère pouvoir un peu polliniser et produire aussi aux alentours, sur les terres aux alentours. Oui, je crois que ça va être chouette dans 10 ans. Dans notre série Les héros de la nature, on vous présente Joachim, jeune maraîcher sur les terres de la ferme, un sol vivant qu'il nourrit de permaculture et d'agroécologie. Moi, je suis maraîcher, ça fait 2 formations. Ça fait déjà 5-6 ans que je suis dans le maraîchage. J'ai travaillé sur plein de fermes différentes, un peu partout dans le monde. Une ferme en Suède, une ferme au Québec, j'étais au Bénin également. L'année passée, j'ai commencé à chercher une parcelle pour démarrer mon aventure de maraîchage. Et puis, j'ai rencontré les lascars de l'Arbre qui pousse. Et j'ai directement été séduit par leur projet. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la dimension collective. C'est ça que j'ai trouvé de plus par rapport aux autres parcelles que j'ai été en voir plusieurs. Ça implique que il n'y a pas de problème, tout roule. Il y a directement des solutions qui émergent parce que dès que j'ai un obstacle, je me tourne vers mes copains et on réfléchit ensemble à une solution et assez vite, elle émerge. Donc il y a ce côté d'intelligence collective que je n'aurais pas eu si j'étais seul.
Mon travail maintenant, ce matin, c'est d'accrocher les concombres. Ensuite, j'enlève vite les gourmands et les feuilles pas très belles, ainsi que les premières fleurs, pour que l'énergie du plant aille vers le haut. Et comme ça, à partir du moment où il pendra là, les feuilles deviendront plus grandes, et puis après, les premiers concombres seront bien beaux. Puis après, il va commencer à se ramifier, et dans 2 mois, il remplira tout le filet à ramer. Moi, je travaille avec le réseau Gazap, qui est donc des groupements d'achat solidaires à l'agriculture paysanne. Toute ma production est déjà prévendue à un peu moins de 50 ménages qui sont engagés il y a 2 mois. Solidaire, pourquoi? Parce que si j'ai des difficultés, on va y réfléchir ensemble. Parce qu'ils me payent à l'avance le prix que moi me convient. Également parce qu'eux s'organisent en tant que groupement d'achat. Et donc me font un paiement, c'est eux qui trouvent un lieu de distribution aux heures où moi ça me convient, dans l'arrondissement qui moi me convient. Et donc c'est vrai, on crée quelque chose ensemble. Sur toutes les planches de culture, j'ai mis d'abord une couche de carton et ensuite une grosse couche de compost. C'est pour éviter que les mauvaises herbes viennent dans mes planches de culture. Comme ça, elles restent enterrées une bonne fois pour toutes et je ne vais plus jamais les retourner, même pas avec un motoculteur. Pour l'instant, ça me prend quand même pas mal de temps de tout désherber, mais voilà, ça fait partie du travail de maraîcher. C'est inévitable, puis c'est relativement apaisant. Moi, ce qui me passionne, c'est le bien manger. C'est ça que j'aime, c'est cuisiner avec les produits de saison, fraîchement cueillis. Ça se goûte dans l'assiette, il n'y a rien de meilleur, je trouve. Moi, je tiens à démontrer qu'il est possible de vivre décemment d'une petite surface de maraîchage. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait facilement recréer plein de petites fermes partout, mais il faut encore des acteurs qui poussent un peu la réflexion plus loin et qui communiquent sur le fait que oui, c'est possible et qu'ils en sont heureux. En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant, le nombre de personnes qui s'arrêtent ici et qui me disent « Où peut-on avoir vos légumes? Où peut-on avoir vos légumes ?» Ça donne quand même beaucoup d'espoir, oui. La résilience, c'est avant tout se rassembler. C'est un principe essentiel ici, au pied de l'arbre qui pousse. En Belgique, comme partout dans le monde, des citoyens se rassemblent déjà pour imaginer le monde de demain. Et dans Tant mieux, nous voulons vous partager leurs solutions pour la planète. Bonjour Louis. Salut Jonathan. Merci de nous accueillir dans l'atelier vélo que tu as installé ici avec un ami. Exactement. Votre projet, il est intégré à l'arbre qui pousse. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Donc ici, on répare des vélos de toutes sortes, comme tu peux le voir. Alors, tu as 22 ans, tu sors tout droit de l'UNIF, diplômé en ingénieur civil. C'est bien ça, bravo. Oui, merci. Et c'est ici que tu as trouvé ta voie. C'est ici que tu as envie de travailler. Ouais, mais en fait, voilà, j'ai terminé mes études en sachant déjà un peu que j'allais pas m'orienter dans la filière classique. Et avec mon ami Jonas, en fait, on a un peu toujours eu cette envie folle de lancer notre atelier vélo après avoir écumé un peu divers ateliers, en faire un autre sauce, avec notre philosophie qui correspond à nos valeurs, quoi. Ton projet personnel, ça avait plus de valeur pour toi que travailler dans une grosse entreprise avec un bon salaire? Oui. J'ai pas l'intention de devenir millionnaire demain, donc oui, moi je suis content de faire ce que j'aime, quoi, tous les jours, c'est un plaisir. Alors l'idée ici, c'est de réparer les vélos, de nous apprendre aussi, nous, à apprendre à réparer nous-mêmes nos bicyclettes. Où est-ce que toi, déjà, tu as appris tout ça? C'est depuis tout petit, en fait, à force de rouler à vélo. Quand papa il commence à dire « bon, tes entretiens à 200 €, t'es gentil, mais tu commences à les faire toi-même », ben voilà, t'apprends à manipuler un peu les outils, etc. Tu rates 2-3 fois, mais c'est pas grave. Et puis tu commences à faire tes vélos, vélo du frère, vélo de papa, vélo des copains, et au fur et à mesure, ouais, tu touches à tout, quoi. Et l'idée, c'est de nous apprendre aussi, donc d'être dans la transmission, c'est ça? C'est ça. Donc l'idée, ce serait d'avoir hebdomadairement un atelier participatif, en fait, où et Jonas et moi, on se balade entre guillemets sur les différents vélos des gens qui viennent réparer leur propre vélo
en partageant notre expérience et notre savoir, entre guillemets, de ce qu'on a pu avoir et échanger et s'enrichir avec tout le monde, quoi. Et en termes de développement durable, ça a beaucoup de sens, ça, de nous apprendre, nous, à réfléchir, comprendre comment on répare et le faire? Ben, je pense, parce que de toute manière, à partir du moment où tout le monde va commencer à se mettre plus au vélo et délaisser, entre guillemets, sa voiture, pour l'instant, il n'y a pas du tout assez d'ateliers vélo, donc il faut que les gens apprennent aussi à faire les choses simples d'eux-mêmes, que tout le monde ne vienne pas à chaque fois qu'il a une crevaison, tous les 2-3 jours, est-ce que vous pouvez changer ma chambre à air, quoi. C'est quelque chose de simple, qu'on peut apprendre aux gens, que tout le monde sait faire. Mais voilà, il y a des petites astuces et on est là pour donner ces petites astuces, justement. Et puis quitter aussi cette facilité, entre guillemets, de la société de consommation, c'est cassé, je rachète, c'est ça l'idée aussi derrière? Oui, ben voilà, on a par exemple l'exemple juste derrière toi d'une roue du grand-père de quelqu'un de la ferme ici, qui est venu en disant voilà, ma roue est pliée, qu'est-ce que vous me conseillez? N'importe qui lui aurait dit rachète-en une nouvelle. Nous on a dit ok, ben voilà, tes rayons sont encore bons, ton moyen encore bon. On va juste changer ta jante, mais ça demande plus de travail, plus de main-d'œuvre. Mais au final, on est plus ou moins dans le même budget, mais ça met moins de matériel en jeu dans le cycle. Alors vous définissez ici un peu la bande comme des jeunes idéalistes culottés. C'est joli, ça signifie quoi? Qu'il faut du rêve, mais qu'il faut aussi pas mal de courage ou pas trop réfléchir aux peurs qu'on peut avoir quand on se lance dans des grandes entreprises comme ça? Je pense qu'effectivement, dans le moule dans lequel on est actuellement, c'est facile de sortir de sa réto, de faire l'UNIF et de sortir de l'UNIF et de signer un contrat. Je crois que c'est effectivement moins facile de se dire ok, on se lance, quoi. Et c'est quoi ton conseil à ceux qui nous écouteraient et qui auraient eux aussi envie peut-être de vivre, gagner leur vie un tout petit peu hors des sentiers battus? Comment on fait pour ne pas suivre le chemin classique? Il faut se lancer dans le bain et se poser les bonnes questions et juste voilà, suivre sa passion. Et si on se réveille tous les matins en se disant je dois aller travailler, c'est que c'est pas la bonne voie. Quel est le sens que tu trouves aussi ici à être intégré dans ce grand projet où il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de savoir-faire qui se mélangent, vous discutez? Quel est le sens de partager tout ça? Mais je pense que ça a énormément de sens, du fait d'avoir une espèce de concentration de tous les savoir-faire comme ça. D'avoir ça ici, c'est avec de l'habitat, avec de la production de nourriture. Ça crée énormément de liens. Et ça a effectivement beaucoup de sens d'avoir tout proche de tout, en fait. D'un point de vue, voilà, l'habitant, il ne doit pas prendre sa voiture pour aller faire son travail derrière un ordinateur et communiquer avec quelqu'un qui est à Abu Dhabi, quoi. Voilà, je descends de chez moi et je vais travailler dans le champ à côté ou je vais chercher mon pain à la boulangerie juste en face. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens que la société actuellement dans certains cas. Dans Tant mieux, vous rencontrez des héros de la nature, celles et ceux qui dessinent les contours d'une vie plus durable. Avec Pablo, nous allons découvrir une expérience vinicole locale, ici, dans la vallée de la Dyle. Un vin 100% artisanal, naturel et participatif. Alors moi je suis un vieux wavreien, dans le sens où je tiens un commerce. Je suis la 5e génération d'une fabrique de cierges et de bougies. Maintenant, ce qui m'a amené à planter de la vigne, c'est l'amour du vin simple, du vin convivial, du vin naturel en fait, qui m'a amené à avoir envie, effectivement, d'en faire un jour moi-même, quoi. L'histoire des pieds dans la Dyle, elle remonte à environ 4 ans, quand je me décide effectivement à trouver une façon de planter. Et plus particulièrement quand je reviens d'un petit voyage dans le Beaujolais avec 150 pieds de sous-vignes gris d'un ami vigneron là-bas qui venait de planter une parcelle mais qui avait vu trop grand dans sa commande. Et donc l'idée, elle démarre comme ça, en essayant d'installer ses pieds un petit peu chez moi, mais un petit peu à gauche et à droite. Et on a inscrit un petit peu ce projet-là dans Wavre en transition, où on s'est projeté quelques années plus tard, où on se retrouverait à plusieurs particuliers à mettre le fruit de nos vignes en commun pour faire une cuvée commune, quoi. Et donc, les agriculteurs propriétaires du terrain sur lequel on se trouve ici se sont proposés, en fait, pour qu'on installe ces pieds de vigne
Donc ils ont repoussé un peu les vaches, ils ont mis une clôture et du jour au lendemain, c'est passé d'être une prairie à vaches à une vigne, quoi. Donc cette vigne qui a été plantée il y a 3 ans commence cette année à porter du fruit. Ça a commencé à bourgeonner au mois de début avril. C'était assez tôt. On a eu du gel, les seins de glace qui ont fait des dégâts partout. Ici, on s'est un petit peu débrouillé pour faire en sorte que la température baisse pas trop. C'est-à-dire qu'on a installé des bougies. Coup de bol, je suis fabricant de bougies. Donc la vigne là, elle a fait la fleur. Les grains sont déjà bien développés. Il y en a probablement un petit peu trop. Il est possible qu'on doive en retirer parce que comme les pieds sont tout petits, ils sont tout jeunes, ils vont peut-être pas permettre à tous ces fruits d'arriver à maturité en même temps au moment des vendanges. Ce qui nous intéresse en fait, c'est de vinifier sans le moindre intrant. Et quand je dis sans le moindre intrant, c'est qu'on veut pas de levure, on veut pas de sulfite, on veut pas de sucre additionnel pour faire monter le taux d'alcool. On veut pas tout ça, quoi. On veut cueillir un raisin qui soit le plus joli possible, le plus naturellement sucré, de façon à ce que quand on le mette dans la cuve, la fermentation se déroule sans problème et que sans sulfite, sa conservation puisse se passer très bien. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le fait de faire un vin de façon totalement naturelle, c'est de se dire qu'on n'a que la matière première pour parvenir à un résultat et que ce résultat, il doit être plaisant, quoi. Ici, on a fait le choix de tenter cette expérience des boutures, quoi. Donc, en fait, c'est un bout de bois qu'on installe à travers un géotextile. Et à force d'arrosage, il va prendre racine, quoi. C'est comme ça que les anciens faisaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils reproduisaient ou ils multipliaient les cépages qui leur plaisaient ou les pieds qui leur plaisaient en mettant un bout de bois dans le sol et en le mettant dans des conditions qui lui permettent de prendre racine et de démarrer, quoi. Je trouve ça fou, quoi, qu'aujourd'hui, les 800 ou 1000 hectares qui se trouvent autour de Wavre ne servent qu'à produire de la matière première qui quitte Wavre pour aller sur le marché, sur le grand marché, et puis qui revient sous forme de produits transformés en grande surface, quoi. Donc voilà, où sont les maraîchers, où sont les brasseurs, où sont les artisans, quoi. La technologie, la planète connectée peuvent-elles contribuer au changement? Chaque semaine, on vous propose une initiative digitale, locale et positive. Aujourd'hui, on parle du COT Planète Terre, des jeunes actifs pour l'environnement sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Bonjour Manon. Bonjour. Tu es future présidente du COT Planète Terre, un COT à projet de l'UCL. 14 jeunes actifs pour l'environnement. Vous faites quoi exactement? Alors le but de notre COT, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants vers un mode de vie plus en accord avec la planète, principalement par le zéro déchet. Et quels sont les différents projets que vous développez dans la vie réelle et sur Internet aussi? Oui, donc en fait, notre projet principal, c'est vraiment la gestion des gobelets réutilisables. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le COT a été créé au départ. Sinon, on organise des ateliers pour les étudiants qui veulent venir apprendre à faire leurs produits ménagers, leurs produits de salle de bain, etc. eux-mêmes. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook sur laquelle on fait la promotion de tous nos événements. Sur YouTube aussi, on a quelques tutos d'ateliers DIY. Sur Instagram aussi, une page où on montre un peu ce qu'on fait au jour le jour. Alors c'est un COT à projet qui existe depuis 12 ans. Vous devez défendre ces subsides chaque année. C'est une vraie responsabilité pour vous? C'est un COT historique? Oui, c'est ça. Donc, il a été créé en 2007, donc ça fait quand même un petit temps. Et chaque année, l'équipe change pas mal, vu que évidemment les étudiants ça tourne. Donc c'est vrai que c'est chaque fois reprendre un projet en cours de route. Mais oui, c'est très, très enthousiasmant d'être chaque fois avec des gens qui sont motivés, des nouvelles idées, etc. Vous sentez que vous avez un impact sur toute cette ville étudiante? Alors c'est difficile à quantifier, vu qu'on n'a pas créé le projet nous-mêmes dès le départ, on le prend vraiment en cours de route. Mais je pense que oui, on est une petite goutte d'eau dans le grand combat de l'urgence climatique, je dirais. Alors, manger végétarien dans une ville où il y a plein de malbouffe, faire des guindailles éco-responsables, faire du zéro déchet même quand on vit en côte, est-ce que tout ça est vraiment possible? Franchement, oui. Donc nous, on y arrive, on est végétarien en côte. C'est vraiment dans la lignée de notre mentalité écologique. D'ailleurs, on fait la promotion de manger végétarien justement par la vente de burgers végés qui ont vraiment un grand succès chez les étudiants.
Et voilà, donc c'est vraiment leur montrer que c'est possible de manger végétarien, de manger zéro déchet et sainement, et que c'est bon et pas cher. Et chez toi et chez tes amis aussi du projet, d'où vient cet engagement? Comment il est arrivé en vous? Je pense que ça dépend un peu de chacun. Je peux dire que pour moi, c'est vraiment, j'en avais marre de juste vivre ma vie en attendant, en regardant en fait les autres faire et voir comment les autres allaient changer les choses. Je me dis que j'avais envie de faire partie de l'action et d'échanger les choses, ne fût-ce qu'autour de moi, dans mon quotidien. Alors vous dites dans la présentation de votre projet que c'est vraiment très agréable de vivre en communauté avec des gens qui partagent la même vision du monde de demain. C'est quoi la vision du monde de demain que vous partagez? Alors déjà, c'est le fait en effet de reconnaître cette urgence climatique et de vivre avec des gens qui sont enthousiastes au quotidien, de se dire on va changer les choses, on peut faire... voilà, il y a plein de petites actions qu'on peut faire à notre échelle. Et c'est surtout ça d'être optimiste en fait pour l'avenir. C'est quoi les nouveaux projets que vous voulez mettre en œuvre à la rentrée? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont venir? Oui, il y en a un qu'on n'a pas encore vraiment défini le nom, mais c'est d'aller dans les différents cotes, que ce soit cotes à projet ou cotes normaux, entre guillemets, et d'aller montrer aux gens comment changer leurs habitudes. Parce que c'est ça qui est difficile et souvent un frein vers le zéro déchet, c'est qu'on a nos habitudes qui sont bien en place et qu'on a peur que ça vienne tout chambouler, que ça prenne plus de temps, que ça coûte plus cher, etc. Nous, on arrive très bien à le faire, donc tout le monde en est capable. Donc c'est parfois, il faut juste faire le pas et d'avoir quelqu'un qui vient chez toi, vraiment te montrer comment faire, donner peut-être quelques produits de base pour créer avec eux des produits d'entretien, etc. Et vraiment les lancer, quoi, les mettre sur la voie. C'est comme ça que vous arrivez à convaincre les sceptiques que vous devez rencontrer? Comment vous les formez pour apprendre les bases? Mais voilà, je pense qu'en leur montrant, c'est plus convaincant pour eux aussi. Je pense qu'on a des codes qui viennent dans le nôtre aussi. Ils sont toujours très impressionnés de voir tous nos aliments en vrac, de voir que notre poubelle est vraiment très, très minime. Et donc je pense que c'est en leur montrant vraiment quelque chose de concret qui seront convaincus de le faire eux-mêmes et de se lancer. Et il y a une offre locale suffisante à Ottignies-Louvain-la-Neuve pour vous permettre de vivre comme ça? Oui, on organise des visites aussi écologiques. On a fait une en début de chaque quadrimestre, surtout pour les premières bacs ou les étudiants qui sont nouveaux sur Louvain-la-Neuve, pour leur montrer tous les magasins où ils peuvent acheter leur nourriture en vrac, des vêtements de seconde main, etc. Donc voilà, toutes les clés y sont. Des visites guidées durables de Louvain-la-Neuve? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. La nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être. Ne lui résistez pas. Le poète et philosophe Henri-David Thoreau nous engage à profiter de la beauté qui nous entoure. Alors voici quelques incontournables dans la région. Le vignoble de Genneval, collectif et participatif, a été planté en 2011. Constitué sous forme d'ASBL, ce vignoble s'étend au cœur du village de Genneval jusqu'à entrer dans des jardins de particuliers. Le cépage choisi est le Solaris, une espèce bio plutôt vigoureuse et très bien adaptée à notre climat qui, s'il se réchauffe, n'est pas encore méridional. Les cuvées se succèdent depuis 2013 et les prochaines vendanges sont programmées pour début septembre. Le lac de Genneval, en bordure de la forêt de Soignes, est un magnifique lieu de tourisme doux situé à quelques encablures de Bruxelles. Facilement accessible en train via les gares de Genneval ou de la Hulpe, le site propose plusieurs activités nautiques, de nombreuses balades romantiques au bord de l'eau et dispose de nombreuses facilités pour se désaltérer ou manger. Un must durant les beaux jours de l'été. Et comme immersion nature dans la région d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, on vous propose un bain de forêt dans ce magnifique bois de Lozelle. Une forêt classée, 200 hectares de verdure, 20 hectares de réserve naturelle, un patrimoine local qu'on se réjouit de découvrir. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton bureau. Tu es garde forestier depuis 40 ans ici dans le bois de Lozelle. Il paraît que tu es l'âme de ces bois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces bois que tu aimes tant? C'est-à-dire que l'avantage de travailler dans un bois comme ceci, c'est de pouvoir se permettre de jouer avec tous les biotopes. Et chaque arbre, chaque espèce végétale, chaque animal a une importance fondamentale pour moi. En quoi la biodiversité est importante dans ce bois qui est pourtant très proche de la ville, entouré de nœuds routiers, de la vie des hommes finalement? Oui, c'est 200 hectares, donc c'est un bois qui est périurbain et qui est devenu intra-urbain.
C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une pression qui s'est faite au niveau de la ville. Mais ce qu'on a essayé de réaliser avec l'université, c'est de faire en sorte d'avoir des tas de petits biotopes différents sur 200 hectares. On peut passer de quelques mètres à quelques mètres d'un biotope à l'autre et des biotopes tout à fait différents. Et alors, évidemment, on n'a pas oublié au niveau des arbres de garder les plus anciens. Donc on en a mis 400 à Défend pour traverser les siècles. Parce qu'il est évident que trouver maintenant des arbres bicentenaires et tricentenaires chez nous, ça devient très très difficile. Et ici, c'est le cas? Et ici, c'est le cas. Et quel genre d'animaux on peut croiser en venant se balader Alors ici? ici, vous pouvez trouver toute la faune que vous voulez, sauf le cerf, parce que le bois est un petit peu trop petit. Mais au niveau, il y a au niveau de la faune chevreuil, il y a renard, il y a hermine, il y a fouine, il y a belette, il y a putois, il y a un petit peu de tout, même des sangliers de passage. Pour l'instant, ils font de plus en plus d'incursions d'ailleurs. Et tu nous as emmenés dans un de tes endroits favoris, pourquoi? C'est un endroit que je tiens particulièrement à cœur parce que c'est un endroit relativement stérile. C'était une multitude de Prunus erotina, ce sont des cerisiers tardifs, une espèce invasive. Vraiment, et on doit lutter contre. Et en dessous de ces arbres, il n'y avait rien, c'était un désert écologique. Donc finalement, avec mes ouvriers, on a décidé de tout arracher. On a mis tout cela en tas. Les arbres, certains arbres, on les a coupés, comme on peut le voir derrière. On en a mis on a fait toutes des bûches, des endroits pour qu'ils puissent nidifier. Donc il n'y a rien qui est sorti de l'emplacement. Et à partir de cela, la lumière est arrivée et de la bruyère et la myrtille est arrivée. Et petit à petit, on a vu les salamandres, les tritons, les batraciens qui se sont installés, des oiseaux qui sont venus nidifier. Bref, il y a eu toute une vie qui est venue autour de ce désert écologique. La résilience a été extraordinaire. Alors, on l'entend, c'est l'habitat d'une belle biodiversité, mais c'est aussi de temps en temps l'habitat des hommes qui viennent s'y balader. Il y a aussi, j'imagine, de l'exploitation forestière. Comment tout ça cohabite et est-ce que ça se passe bien ici? Il est vraiment impératif, en tout cas, de dire aux gens, venez, mais j'ai besoin de vous. Et alors j'essaye d'avoir des tas de petits rangers, entre guillemets, qui sont mes yeux aussi, parce que je ne peux pas être partout. Donc il est très très important qu'il y ait plein d'amoureux de la nature qui se promènent ici dans le bois et qui me donnent un petit coup de main quand il y a besoin. Ce bois, c'est aussi une star de cinéma, entre guillemets. Il a été filmé par le réalisateur belge Robert Hainaut. Ça a donné un joli film, c'est étonnant de l'avoir vu en images. Oui, c'est le petit bois derrière chez moi qui a été primé d'ailleurs. Oui, c'est un bois qui est, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de biotopes différents, tellement d'oiseaux différents. Et il y a quelque chose de très particulier, de par sa diversité, de par ses dépressions. Il y a des sources, il y a des endroits secs, il y a des endroits limoneux, il y a différentes espèces synégétiques. Il y a des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers, plus toute la botanique, plus l'entomologie. Enfin bref, c'est un ordre merveilleux. J'y ai passé 40 ans de ma vie, je crois que je ne les ai pas vus défiler. Pour toi, en tout cas, un arbre, la nature, c'est plus qu'un décor vert, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on vit. Ce n'est pas qu'un paquet de planches, j'arrête pas de le dire. Et je pense que pour moi, la planche doit être reléguée au dernier niveau. Alors j'aimerais bien repositionner l'arbre là où il doit être, comme je l'ai dit, en étant le garant contre le climat, en étant celui qui évapore, qui nous donne de l'eau, en empêchant le ravinement, en empêchant le soleil de brûler, en donnant de la nourriture, en nous protégeant. Et je peux continuer. La forêt sauvera le monde? Ah oui, j'en suis convaincu. Il faut qu'on en prenne conscience. Il y a plein de jeunes qui ont hurlé pour le climat, il faut qu'on les entende. Il faut autre chose. On ne peut plus laisser maintenant la forêt se faire piller. D'ailleurs, tous les collègues en France, il y a plus de 1500 forestiers qui ont entamé une grève parce qu'ils en avaient marre qu'on leur impose de couper leurs vieux arbres. Tant mieux vous offre une balade commentée du bois de Lozelle en compagnie de notre invité, Jean-Claude Mongeau. Après 40 années passées à surveiller, entretenir et embellir le bois de Lozelle, Jean-Claude est intarissable à son sujet et certainement le mieux placé pour vous y guider et vous faire découvrir tous ses aspects, y compris les plus secrets. Pour gagner, il suffit de s'inscrire et de jouer sur notre site rtbf.be/tant mieux. Bonne chance! Voilà pour notre visite d'Autigny et Louvain-la-Neuve. Plus d'infos sur la page internet rtbf.be/tant mieux. Dès demain et pendant toute la semaine, rendez-vous avec Quel temps avant le journal de 13h sur la Une. À tous ceux qui, comme nous, passent l'été en Belgique, on a envie de dire tant mieux. Profitons-en pour redécouvrir notre beau pays et les citoyens qui dessinent les chemins du développement durable. Bon dimanche à vous et à la semaine prochaine.